Imaginons juste un instant la scène. On est dans les années 20, en plein cœur d'une vieille médina marocaine ultra bruyante. Et au milieu de tout ça, il y a un petit garçon de 6 ans, profondément solitaire. Et pour échapper à ce monde d'adultes parfois super étouffant, il n'a trouvé qu'un seul vrai refuge, une simple petite boîte remplie d'objets mystérieux. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séance de révision. Aujourd'hui, on va vraiment décortiquer les 2 premiers chapitres d'un monument du programme du baccalauréat, la boîte à merveilles. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Dès le départ, il y a cette interrogation fondamentale qui va nous servir de fil rouge. Pourquoi un enfant préfère-t-il se réfugier dans l'imaginaire plutôt que d'affronter la réalité? C'est une question absolument fascinante, non? Et honnêtement, pour l'examen, c'est exactement le genre de problématique qui fait décoller une analyse littéraire et qui va épater les correcteurs. Gardez bien cette dualité en tête tout au long de notre séance, parce que c'est vraiment la clé de voûte de tout le roman. Voici notre plan d'attaque pour aujourd'hui. On commence par le contexte de l'œuvre, puis on attaque l'analyse des chapitres 1 et 2. On fera un gros plan sur le choc entre l'innocence et la réalité avant d'étudier le personnage de Lala Zoubida. Et bien sûr, on terminera par une application hyper concrète pour le bac. On démarre tout de suite avec le contexte. C'est indispensable pour bien asseoir votre copie. Alors là, c'est littéralement votre kit de survie pour toute introduction qui se respecte. Les infos de base, il faut les maîtriser sur le bout des doigts. L'auteur, c'est Ahmed Sefrioui. Il nous livre un roman autobiographique publié en 1954. L'action, elle se déroule dans la médina de Fès dans les années 20. C'est une époque charnière, la modernité commence tout juste à pointer le bout de son nez, dans un Maroc encore très traditionnel. Et n'oubliez pas le point central, on perçoit absolument tout à travers le regard du narrateur, le petit Sidi Mohamed. Ces 5 infos, c'est vraiment non négociable si on veut démarrer sur de bonnes bases. Bon, voyons comment tout ça prend vie dès le chapitre 1, qui tourne vraiment autour de ce besoin viscéral de solitude. Dès les premières pages, bam, on découvre Sidi Mohamed. C'est un garçon complètement en décalage avec les autres enfants de son âge. Il vit à Darchwafa, une grande maison traditionnelle où s'entassent plein de familles. Ça grouille de monde, et pourtant, le gamin souffre d'un isolement émotionnel énorme. Le monde extérieur est trop bruyant, il y a des disputes tout le temps. Sa seule vraie porte de sortie, c'est de se replier sur lui-même. Il trouve son réconfort dans des objets qui ont l'air totalement nuls pour nous, genre des clous, des boules de verre, des vieux cadenas, cachés dans sa fameuse boîte à merveilles. Et grâce à son imagination de dingue, ces objets prennent carrément vie. Si on devait résumer, l'essentiel de ce premier chapitre, ça tiendrait en 4 points. D'un côté, on a ce sentiment profond de solitude et la boîte qui devient un véritable sanctuaire psychologique. Et de l'autre, Sefrioui nous régale avec des descriptions hyper minutieuses de la Médina en insistant lourdement sur le poids des croyances populaires. On sent tout de suite la tension. Il y a la vie intérieure du petit, riche et silencieuse, qui se frotte au monde extérieur, qui est collectif et complètement étourdissant. Mais attention, l'enfant ne fait pas que rêver dans son coin. Il observe aussi énormément, et c'est tout l'objet du chapitre 2. Dans ce 2e chapitre, on est plongé sans aucun filtre dans le quotidien de Fès. Fini le silence, le récit nous montre la cohabitation super difficile des voisins, les galères d'argent et les cris qui résonnent dans le patio. Pensez à la fameuse dispute mythique avec Rama, par exemple. Sidi Mohamed, lui, il observe tout ça. Il sort un peu de sa bulle pour capter la rudesse de cette vie en communauté. C'est une réalité où la pauvreté matérielle est partout, mais où la vie sociale déborde littéralement de partout. C'est d'ailleurs là que le talent de Sefrioui crève l'écran. Il manie le réalisme littéraire à la perfection. Il utilise le regard super candide de cet enfant pour nous montrer une réalité d'adulte qui est quand même assez dure. La vie en communauté devient une sorte de pièce de théâtre que le petit regarde depuis les coulisses. On a droit à une vraie photographie d'époque, presque sociologique, mais toujours filtrée par cette naïveté touchante. Du coup, ça nous amène vraiment au cœur de notre analyse d'aujourd'hui, ce fameux duel entre l'innocence et la réalité sociale. C'est comme une balance. D'un côté, le sanctuaire mental du petit, une imagination sans limite, la boîte et une sensibilité à fleur de peau. De l'autre, la réalité extérieure qui pèse des tonnes, les engueulades entre voisins, les problèmes d'argent, le monde dur des adultes. C'est absolument crucial de comprendre cette collision pour l'examen. Se cacher dans sa boîte, ce n'est pas un simple caprice. C'est parce que ces 2 mondes sont totalement incompatibles que le narrateur est littéralement forcé de se réfugier dans l'imaginaire. C'est de la pure survie émotionnelle. Et là, il faut vraiment se poser la question, mais pourquoi Sefrioui insiste-t-il autant sur cette solitude? C'est la question classique. Eh bien, la réponse se trouve dans ce gouffre gigantesque entre les 2 mondes qu'on vient de voir. La solitude, c'est pas juste son trait de caractère, c'est la conséquence tragique de sa sensibilité extrême. Il ne trouve tout simplement pas sa place dans ce brouhaha collectif. Ce choc entre les 2 mondes s'incarne d'ailleurs à la perfection dans un personnage qu'on adore analyser, Lala Zoubida. Il faut absolument parler de la mère, Lala Zoubida.
Elle est le symbole absolu, le parfait archétype de la femme marocaine traditionnelle de cette époque. Toute son existence, et même la façon dont elle éduque son fils, s'est profondément ancrée dans les mythes populaires et dans un instinct maternel féroce. Elle est le pont direct et souvent super conflictuel entre son petit garçon et la société traditionnelle. Concrètement, quels sont ses traits de caractère à retenir? Elle est ultra protectrice, très à cheval sur les traditions, et elle a une foi inébranlable dans les saints, les djinns, la magie. Ce qui est ironique quand on y pense, et c'est génial à souligner dans une dissertation, c'est qu'à chaque fois que son fils a peur ou tombe malade, elle essaye de le soigner avec ses croyances invisibles. Donc, paradoxalement, elle nourrit cette même imagination débordante que le garçon utilise pour fuir le monde des adultes qu'elle représente. C'est fou donc? Bon, on a bien décortiqué la théorie, passons à la pratique. C'est l'heure de se projeter sur l'examen du bac. Imaginez tomber sur ce sujet le jour de l'épreuve. Comment la boîte à merveilles du narrateur sert-elle de refuge psychologique face à la réalité collective de la Médina dans les chapitres 1 et 2? C'est un grand classique. La stratégie pour cartonner ici, c'est de jouer sur les contrastes, montrer l'hypersensibilité de Sidi Mohamed, décrivez le réalisme brut de Fès avec des exemples du texte et prouver que cette boîte, c'est loin d'être juste des jouets, c'est un véritable bouclier mental. La méthode infaillible, c'est de bâtir tout votre plan sur cette antithèse. La réalité bruyante et vibrante face à l'échappatoire onirique et silencieuse. Et pour bien clôturer cette séance, je vous laisse sur cette ultime réflexion. Au fond, cette petite boîte remplie de vieux clous, est-ce un simple passe-temps d'enfant ou est-ce le seul mécanisme de survie d'un esprit bien trop grand pour les murs qui l'enferment? Méditez bien là-dessus pour vos révisions. On se retrouve très vite pour décortiquer la suite. Bon courage à tous!